C'est sur ce plateau qu'à la fin du 6e ou au début du 5e siècle avant Jésus-Christ a été construit l'habitat fortifié connu aujourd'hui sous le nom de Cité d'Afrique. Il se situe entre la commune de Ludre, sur la communauté urbaine du Grand Nancy, et celle de Messin, à proximité du confluent de la Moselle et du Madon. La Cité d'Afrique se trouve sur une falaise qui surplombe la vallée de la Moselle. Vallée de la Moselle que le site domine d'environ 180 mètres et qui était vraisemblablement à l'époque, comme ça l'est encore aujourd'hui, une voie de circulation importante. C'est une des raisons de l'implantation du site ici. Contrôler des voies de communication. Et qui contrôle ces voies de communication? Ce sont les élites aristocratiques de l'époque. Et donc, on peut imaginer que ce site de la Cité d'Afrique est une résidence aristocratique, un centre de pouvoir politique. On ne connaît pas le territoire que domine ou que contrôle la Cité d'Afrique, mais s'étend vraisemblablement sur plusieurs dizaines de kilomètres autour de ce point central, qui est peut-être une sorte de capitale à l'époque du peuple celtique qui est établi dans cette région. La fortification monumentale qui entoure la cité nous confirme l'importance et le rayonnement du site il y a plus de 2500 ans. Une double ligne de fortification, constituée chacune d'un talus et d'un fossé, forment un rempart d'une longueur de 600 mètres et d'une largeur de 55 mètres. L'ensemble du site, fortification comprise, couvre une superficie de 14 hectares, soit l'équivalent de 10 places Stanislas ou de 15 pelouses du Stade de France. Les premières descriptions de ce lieu et les premières fouilles archéologiques datent du début du XIXe siècle. Le site est alors pris pour un camp romain. L'un des archéologues majeurs de Lorraine, Jules Beaupré, lui consacre plusieurs campagnes de fouilles à la fin du XIXe et début du XXe siècle. C'est lui qui révèle l'importance du site et corrige sa datation. Il l'identifie à l'époque celtique, à la période de l'âge du fer, il y a 2500 ans. De nouvelles fouilles archéologiques sont réalisées dans les années 80 dans l'angle nord-est de l'enceinte pour étudier la chronologie de l'occupation du site, sa nature et la structure du rempart. Nous avons conduit des fouilles de 1980 à 1988. On a commencé à 5 et on a terminé à 35. On était la fouille la plus importante de Lorraine à l'époque. Si aujourd'hui les remparts ont l'aspect de simples talus, les fouilles ont révélé qu'ils ont été construits selon une architecture complexe. Pierre, terre, poutres de bois, en tout 40 000 mètres cubes de matériaux ont été déplacés pour édifier ces remparts par une main-d'œuvre qu'on imagine organisée et nombreuse. Le rempart est aussi constitué d'une énorme masse de chaux. À cette époque-là, il y avait des polémiques sur la nature de ce matériau. Certains disaient que c'était un matériau naturel du tuf. D'autres pensaient que c'était de la chaux, mais qu'elle avait été produite de manière accidentelle par l'incendie d'un rempart armé de bois. Et il a été démontré qu'il s'agissait bien de chaux qui avaient été produites en place dans des fours à chaux rudimentaires. 6000 mètres cubes de chaux ont donc été fabriqués au total, ce qui suppose une parfaite connaissance de la technique de transformation des roches sous l'action de la chaleur, peu répandue dans le monde celtique à cette époque. La fortification tout entière a probablement été bâtie grâce à des échanges réguliers avec le monde méditerranéen, ainsi que par la volonté des princes de faire réaliser une construction hors du commun. Et en parlant de lien avec le monde méditerranéen, on pourrait spontanément imaginer que le mot « Afrique » a une origine commune avec le continent africain. Or, il n'en est rien. C'est Nicolas de Ludre qui, après avoir été fait chevalier par le roi de France Louis XII au XVIe siècle, choisit le titre de comte de Ludre et d'Afrique avec 2 F. Ce terme qu'il employait alors pour désigner le plateau dominant ces terres de Ludre et de Richard-Ménil évoque aussi les contrées de ses ancêtres en Bourgogne, où existe aussi un mont Afrique.
En vieux patois, affre signifierait abrupt, raide, escarpé. À l'intérieur de l'enceinte fortifiée, de nombreux restes de la vie quotidienne ont été découverts. Autant d'indices qui permettent d'imaginer le quotidien 25 siècles en arrière. Donc ici on se trouve à l'intérieur du site, hein. C'est donc à l'époque où c'est occupé, il n'y a pas du tout de forêt, donc on a des constructions, on a des bâtiments, on a la résidence des princes, on a les ateliers métallurgiques, des habitations d'autres artisans, d'autres habitants, avec vraisemblablement aussi des zones de parcage de bétail, hein, des poulaillers, enfin tout ce qui est nécessaire pour la vie d'une population qui est vraisemblablement assez abondante. Et on pense même qu'à cette époque, ce type de site est une sorte de proto-ville, c'est-à-dire qu'on a une densité de population assez importante qui vit et produit à ces endroits-là. Le site de la Cité d'Afrique apparaît ainsi comme un embryon de ville. Mais cette expérience urbaine est de courte durée. Après son abandon à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, la Cité d'Afrique retombe dans l'oubli, préservée de la destruction complète par sa situation isolée, avant sa redécouverte par les archéologues d'aujourd'hui. Les informations archéologiques, pour l'essentiel, sont encore là et c'est une source de terrain d'étude pour les archéologues dans les décennies et les siècles à venir.